C'est une catastrophe, les amis. Je n'ai reçu que 284 € de dividendes en ce mois de février 2024. Donc évidemment, ça reste une somme correcte. On peut acheter des choses, évidemment, avec 284 €. Mais vous voyez que par rapport à mon historique des 12 derniers mois, c'est quand même dur. Je suis à moins 54% par rapport à la somme que j'avais reçue en février 2023. J'avais reçu 618 € de dividendes. Et en réalité, il faut remonter plus de 3 ans en arrière pour retrouver un mois où j'avais reçu moins de 284 € de dividendes. Donc, je vous avoue que ça fait assez mal finalement de prendre comme ça un moins 54% sur ces revenus passifs. Et pourtant, je le vis assez bien. Je le vis assez bien parce que je savais que c'était finalement le prix à payer. Je m'y attendais. Je savais que c'était nécessaire pour pouvoir passer au niveau 3 de l'investisseur à dividendes. Selon moi, il y a 3 niveaux de progression lorsqu'on est un investisseur à dividendes. Et généralement, c'est des niveaux par lesquels on va un petit peu traverser, qu'on va progresser durant son parcours. En 2017, j'ai commencé au niveau 1. Puis en 2020, je me suis mis à appliquer la stratégie de niveau 2. Et enfin, en 2023, je suis passé sur la stratégie de niveau 3. Et c'est finalement à cause de ce passage, de ce level up à la stratégie de niveau 3 que mes revenus passifs ont pris un coup ici. Mais j'estime que ça valait quand même la peine parce que cette stratégie niveau 3 a beaucoup d'avantages. Vous allez le voir, on va en parler. Finalement, l'objectif avec cette vidéo, c'est vous expliquer à quoi correspondent un petit peu ces 3 niveaux de stratégie et surtout vous aider à répondre à la question à quel niveau vous situez-vous aujourd'hui dans votre portefeuille boursier. Est-ce que vous suivez plutôt la stratégie de niveau 1, la stratégie niveau 2 ou la stratégie de niveau 3 ? Selon moi, la stratégie niveau 3 est la plus intéressante, mais on va voir que dans chaque stratégie, il y a des avantages et des inconvénients. La stratégie de niveau 1, c'est ce que j'appelle le chasseur de yield. Le chasseur de yield, il voit un gros dividende et il tire. C'est une personne qui démarre, généralement quand on démarre dans l'investissement à dividendes, évidemment, on a découvert que les dividendes pouvaient être une formidable source de revenus passifs en bourse. Et donc, on se dit, je vais aller acheter des entreprises qui sont capables de me reverser des dividendes assez importants. Généralement, vu qu'on ne sait pas trop par où démarrer, on va taper sur Google, par exemple, meilleure action à dividendes. Et on va tomber comme ça sur différents sites. Je vois ici, par exemple, Café de la Bourse, top 15 des actions françaises aux meilleurs dividendes 2024. Donc là, il y a vraiment les 2 mots-clés qui sont excellents. On est sur des entreprises françaises, donc ça, français, je connais bien, ça me parle. Et en plus, 2024, donc ça veut dire que le top a été mis à jour pour cette nouvelle année. Donc c'est parfait, je vais regarder un petit peu cet article-là. Et qu'est-ce que je vois en première action ? Eh bien, Mercialis. Ok, alors il semble avoir des centres commerciaux. J'ai une petite description sur le business de l'entreprise. 780 000 m² de surface locative. Et je vois surtout en gras l'information la plus importante, le rendement de l'action qui est de 9,20%. Donc je me dis en tant que débutant, c'est parfait, je vais pouvoir acheter cette action-là et gagner comme ça, sans rien faire, 9% par an de revenus passifs. Lorsque j'ai démarré d'investir, j'ai suivi exactement cette stratégie-là. Moi, j'avais juste la version américaine. Je m'étais en fait abonné à une newsletter qui m'envoyait chaque mois le top 10 des actions à dividendes. Vous voyez qu'ici, c'est la première newsletter que j'ai utilisée pour investir en bourse, juillet 2017. Et finalement, pour rejoindre ce classement-là des actions à dividendes les plus intéressantes, il fallait avoir au minimum 4% de rendement annuel en dividendes. Mais vous voyez que ça montait beaucoup plus haut que ça, puisqu'on avait ici Amerigaz à 8%, Genesis Energy à 9% et même Suburban Propane à 14,7% de rendement en dividendes. Donc je me disais, c'est génial, je vais pouvoir gagner presque 15% par an de rendement en achetant cette action-là. Donc évidemment, là, je pouvais descendre un petit peu plus bas dans la newsletter et j'avais une sorte d'explication un peu du business de l'entreprise. Vous voyez que c'était un petit peu plus détaillé quand même que Café de la Bourse. On avait un peu plus d'explications. Bon, ok, donc ils sont au New Jersey, ils ont 3400 employés. Bon, je vous avoue que rapidement, je me disais, je comprends pas tout, mais je vous fais confiance. 14,7% de rendement, vous m'avez convaincu. J'achète l'action. Et c'est donc comme ça que j'ai acheté mes 6 premières actions en bourse en 2017. Vous voyez qu'à chaque fois, je mettais entre 2000 et 3000 $ sur chaque action. J'avais un petit peu de capital que j'avais pu mettre de côté grâce à mon activité e-commerce. Et donc, j'avais quand même investi en 2017 15 500 € au total. Et je me disais, c'est parfait. Ces actions, en moyenne, elles ont un rendement autour de 10% par an de dividendes. Donc, pas besoin d'être ingénieur en maths. 15 000 fois 10%,
1500 € par an de revenus passifs dès la première année. J'allais pouvoir toucher comme ça 125 € par mois de dividendes. Je me souviens que j'étais très excité et à chaque fois que j'achetais une nouvelle entreprise, je calculais combien je mettais et combien ça allait pouvoir me rapporter de revenus passifs. Bon, malheureusement, il y avait quand même 3 choses que j'ignorais sur ces actions à haut rendement de dividendes. 3 choses qui allaient me faire un petit peu mal. La première, c'est évidemment que j'allais devoir payer de l'impôt à la source sur ces dividendes. Alors de base, on a un impôt qui est à hauteur de 30% sur les dividendes en France, c'est la fameuse flat tax. Généralement, ça va être partagé entre le pays d'où provient le dividende et la France. On peut esquiver un peu ces impôts-là via un PEA, mais généralement, on sera autour de ces 30%-là. Et moi, malheureusement, j'avais sélectionné en fait dans cette newsletter, j'avais sélectionné les entreprises qui versaient des gros dividendes, mais ce que j'ignorais, c'est qu'elles avaient une structure particulière qui leur permettait justement de reverser des plus gros dividendes, les fameuses MLPs. Et vous voyez qu'au lieu de payer 30% d'impôts, je payais 40% d'impôts à la source. Donc finalement, cette structure d'entreprise était encore plus imposée que les dividendes classiques. Et donc ça commençait mal. Je pensais que j'allais toucher 10% de rendement, mais finalement, j'allais payer 40% d'impôts à la source et ne toucher que 6% en net. Deuxième mauvaise nouvelle, j'ai découvert que ces dividendes n'étaient absolument pas garantis. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils pouvaient être coupés, réduits par l'entreprise. Vous voyez que depuis que j'ai acheté l'action Macy's, le dividende a été réduit de 55%. Depuis que j'ai acheté l'action SPH, le dividende a été réduit de 63%. Et la Palme d'Or revient à GEL. Depuis que je l'ai acheté, le dividende a été réduit de 77%. Donc finalement, moi je pensais que j'allais recevoir 10% comme ça tous les ans, quoi qu'il arrive. Et en fait, je découvrais que non seulement j'allais payer 40% d'impôts, mais en plus que le dividende n'était absolument pas garanti et que mon 6% de rendement net pouvait vite se transformer en 5, en 4, en 3, en 2% seulement de rendement. Et enfin, cerise sur le gâteau, dernière chose que j'ai découvert sur ces actions-là, c'est que le cours de l'action, donc le prix, avait tendance vraiment à chuter. Vous voyez que depuis que j'ai acheté SPH, l'action a perdu 15%. Depuis que j'ai acheté Macy's, l'action a perdu 23%. Donc là, on parle quand même de 6-7 années en bourse. Pendant voilà, le S&P 500 a probablement progressé de x2. Et voilà, ces actions-là continuent de perdre de la valeur. Elles n'augmentent pas du tout. Donc à la limite, si elles restaient stables, ça pourrait être intéressant. Mais là, vraiment, elles chutent. Vous voyez, GEL, de nouveau, Palme d'Or, moins 56% sur l'action. Donc, pourtant, je ne l'ai pas acheté, vous voyez, au pire moment. On pourrait se dire, bon, je l'ai acheté quand même à une période qui était plutôt basse. C'est pas parce qu'une action a perdu 50% depuis son dernier plus haut qu'elle ne peut pas reperdre 50%. Et là, je me disais, c'est bête parce que finalement, à quoi bon gagner 10% de dividendes d'un côté si c'est pour avoir une action qui perd 56% de l'autre? Donc vraiment, ce que j'ai compris à travers ces différentes mauvaises expériences sur les actions à haut rendement, j'ai compris que c'était un piège finalement. C'était un piège parce que j'allais me retrouver à payer 40% d'impôts à la source sur ces dividendes, que j'allais avoir le prix de l'action qui allait chuter énormément, généralement parce que c'était des actions de mauvaise qualité qui avaient des bénéfices instables. Et surtout, à cause de ces bénéfices instables, le dividende, la promesse qui m'était faite à la base, la seule raison pour laquelle j'ai acheté ces actions, c'était justement pour recevoir ces revenus passifs. Et bien même ça pouvait être réduit de manière assez importante. Et je me suis dit, après avoir vécu comme ça plusieurs coupures importantes, fin 2019, je me suis dit, il y en a marre, Roman, arrête d'acheter ces actions à haut rendement, c'est un piège et va plutôt chercher des entreprises qui ont des dividendes sécurisés. Donc c'est vraiment là que je me suis dit, je ne veux pas juste des revenus passifs, je veux des revenus passifs et sécurisés. Je veux des entreprises qui vont être capables de verser leurs dividendes continuellement dans le temps et qui ne vont pas, comme ces entreprises, avoir des coupures dans tous les sens. Et pour ça, je suis même prêt à accepter d'avoir moins de rendement si c'est un rendement qui est beaucoup plus sécurisé et garanti. Et c'est en me faisant cette réflexion-là que je suis passé au niveau 2 de l'investisseur à dividendes. La stratégie de niveau 2, c'est la stratégie du bon père de famille. C'est une personne qui se dit, voilà, je veux investir dans des entreprises qui ont fait leurs preuves. Je ne veux pas investir dans des entreprises un peu sombres, un peu obscures, qui proposent des hauts rendements mais qui sont très risquées. Non, je veux vraiment partir sur des entreprises qui existent depuis longtemps, qui sont solides et qui vont comme ça pouvoir me reverser des dividendes chaque année. Généralement, quand on s'intéresse à cette stratégie, on tombe assez rapidement sur les fameuses dividendes aristocrates qui sont des entreprises qui sont parvenues pendant 25 ans d'affilée à verser leurs dividendes et même à l'augmenter chaque année. Ce sont vraiment des entreprises avec un fort historique. Aux États-Unis, on va penser à Coca-Cola, à Johnson & Johnson, à Realty Income, qui est une foncière dans l'immobilier. En France, les actions bon père de famille, on les connaît, Air Liquide, Total, Sanofi.
Voilà, des entreprises qui existent depuis un moment, qui versent un dividende assez important depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, avec ces entreprises-là, on se dit, ok, je vais avoir moins de rendement en dividende. Au lieu d'avoir 10% comme les actions à haut rendement, on se retrouve plutôt avec un rendement de départ de 2, 3, 4% par an. Mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment avoir des dividendes qui sont sécurisés. On va payer un impôt qui est normal et on va avoir une action qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, qui va même plutôt avoir tendance à prendre de la valeur dans le temps. Fin 2019, quand je recherchais justement plus de sécurité dans mes dividendes, j'ai eu la chance de tomber sur le site SimpliSafe Dividend qui donnait une note de sécurité aux entreprises. Et finalement, c'était une note qui permettait de savoir si le dividende que proposait cette entreprise était sécurisé ou pas. Ce qui m'a quand même pas mal convaincu, c'est qu'ils avaient un très bon track record. Vous voyez que sur 810 coupures de dividendes qu'ils ont enregistrées, 792, donc 97% de ces coupures, provenaient d'entreprises qui avaient un score de sûreté inférieur à 60. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais aller sélectionner des entreprises qui versent leurs dividendes depuis très longtemps, qui sont des dividendes aristocrates, des dividendes king, et qui ont également une sécurité supérieure à 61. Comme ça, fini les coupures, je serai sûr de recevoir chaque mois mes revenus passifs. Et c'est donc comme ça que je me suis mis à acheter une vingtaine d'actions bon père de famille. Je vous ai mis quelques exemples ici, 8 entreprises bon père de famille que j'ai eu en portefeuille. Donc on retrouve Johnson & Johnson, Realty Income, mais aussi ExxonMobil, Snap-on, Chubb, Lowe's, 3M, Kimberly-Clark. Vous ne connaissez pas forcément toutes ces entreprises-là, mais dans le milieu de l'investissement à dividendes, voilà, on vous dira généralement, ce sont vraiment des top entreprises qui existent depuis longtemps. Avec ces entreprises-là, tu es serein. Et je vous avoue que j'étais assez content de cette stratégie. On voit qu'entre 2019 et 2020, mes dividendes n'ont pas beaucoup progressé parce que justement, j'ai transitionné, j'ai arrêté d'acheter finalement des actions à haut rendement et j'ai baissé un petit peu mon rendement de départ. Mais vu que je déposais un peu plus d'argent sur mon compte, on voit quand même que j'ai gagné un peu plus de dividendes en 2020. Donc, je me suis retrouvé à 3 000 euros. Et par la suite, à force de rajouter de l'argent sur mon compte et grâce au fait que j'avais vraiment sélectionné cette fois-ci des entreprises sécurisées, eh bien mes dividendes ont augmenté. Je suis parvenu, vous voyez, à doubler mon montant puisque j'ai touché 6 700 euros de dividendes en 2022. Et j'étais content parce que sur la trentaine d'entreprises que j'avais sélectionnées, je n'ai eu aucune coupure. Je crois que j'ai eu une seule coupure, c'était Disney durant la Covid. Mais à part Disney, vraiment plus de coupures de dividendes et un prix d'action qui avait tendance plutôt à monter. Donc là, je vous avoue, je me disais, c'est parfait, tu as trouvé la stratégie idéale. Mais malheureusement, j'ai découvert une petite chose assez gênante sur ces actions bon père de famille. C'est simplement le fait qu'elles se faisaient souvent battre par un bête indice du S&P 500. Elle se faisait battre par l'indice majeur américain sur lequel on pouvait s'exposer facilement via un ETF. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir des outils qui permettaient de mesurer précisément la performance de mes actions versus la performance d'un indice du S&P 500. Et en regardant un petit peu les historiques, j'étais assez déçu de constater que plein d'actions qui étaient vraiment vantées par beaucoup d'investisseurs à dividendes en disant c'est génial, finalement elles avaient une moins bonne performance que le S&P 500. Si je prends par exemple Air Liquide, vous voyez que Air Liquide sur les 10 dernières années, l'action a rapporté 11,65% par an, ce qui est vraiment très bon. Malheureusement, le S&P 500 sur les 10 dernières années a lui rapporté 12,95% par an. Donc finalement, en achetant le S&P 500, j'aurais pu gagner 1% par an de performance en plus. Donc finalement, voilà, c'était pas forcément nécessaire de me positionner sur Air Liquide. Et j'ai continué de déception en déception puisque Johnson & Johnson, pareil, entreprise vraiment reconnue et vantée aux États-Unis, vous voyez qu'on est à 3% par an de sous-performance par rapport au S&P 500. Realty Income, la fameuse foncière que les investisseurs à dividendes adorent, notamment parce qu'elle verse son dividende de manière mensuelle et qu'elle l'augmente depuis maintenant plus de 50 ans. Vous voyez qu'en effet, on touche beaucoup de dividendes. On est à 7 000 $ de dividendes sur 10 ans contre seulement 3 800 pour le S&P 500. Le problème, c'est qu'on ne va gagner avec Realty Income que 13 000 $ de plus-value, alors que vous voyez que sur le S&P 500, on gagne 35 000 $ de plus-value. Donc au final, en combinant les deux éléments, donc la plus-value et le dividende, on voit qu'on sous-performe avec Realty Income le S&P 500 de 6% par an. Et enfin, évidemment, on termine avec la haut rendement classique dont on parle beaucoup en France, Total. Et là, Total, vous voyez que pareil, on est à 7% de sous-performance par rapport au S&P 500. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis 4%, 5%, 6%. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça fait, 7% par an de différence. Mais ici, vous avez un exemple concret. Si il y a 10 ans, vous auriez acheté les actions Total, vous auriez mis 10 000 € dessus.
aujourd'hui, ça vaudrait tout simplement 22 300 €, donc en prenant bien en compte les gains en plus-value et en dividende. Alors que si vous aviez investi dans un S&P 500, un ETF S&P 500, vous auriez gagné 2 fois plus d'argent, 46 600 €. Donc là, on voit quand même sur un horizon de 10 ans, qui n'est pas non plus un méga horizon long terme. Évidemment, si on se plaçait sur 20 ans, 30 ans, la différence serait encore plus importante. Mais là, juste sur 10 ans, on gagne 2 fois plus d'argent à sélectionner un ETF plutôt qu'à sélectionner une action bon père de famille. Alors, je vous avoue que c'est assez déprimant en fait de découvrir tout ça. On se dit, oh là là, toutes ces actions dont on me parlait tout le temps, on me disait elles sont géniales. Finalement, on découvre qu'elles se font dans la grande majorité battre à plate couture par un S&P 500. Et on peut un peu se démotiver et se dire à quoi bon finalement, à quoi bon aller sélectionner les actions, vérifier qu'elles sont sécurisées, vérifier que tout est bon au niveau de leurs chiffres, si au final c'est pour se faire battre par un ETF du S&P 500. Dans ce cas-là, autant acheter l'ETF du S&P 500. C'est un peu la réflexion que je me suis fait quand j'ai découvert un petit peu ces mesures de performance, mais il y a quand même quelque chose qui m'a surpris et qui m'a poussé un petit peu plus à réfléchir. J'ai réalisé qu'en fait, même si j'avais beaucoup d'entreprises, une majorité d'entreprises de bons pères de famille qui avaient tendance à sous-performer le S&P 500, j'ai également découvert que j'avais plusieurs entreprises, 4, 5, 6 entreprises différentes qui parvenaient à surperformer le S&P 500. C'est-à-dire que j'avais des entreprises qui faisaient moins 2, moins 3% par an, mais j'avais également des entreprises qui faisaient plus 2, plus 3, plus 4% par an par rapport au S&P 500. Et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant. Comment expliquer cette différence? Pourquoi j'ai des entreprises qui surperforment le marché alors que j'en ai une majorité qui sous-performe? Ce que j'ai découvert, c'est que les actions qui sous-performaient le marché, elles avaient en effet un dividende sécurisé, elles avaient en effet un versement, un historique de versement depuis de nombreuses années, voilà, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Mais là où le bas blessait vraiment, c'était sur leur croissance, la croissance des bénéfices et donc, in fine, la croissance de leurs dividendes. Vous voyez qu'on était sur des croissances assez faibles, entre 3 et 6%. Et c'est ça qui expliquait finalement qu'au final, elles sous-performaient le S&P 500. Dès que je corrigeais finalement ce problème-là, c'est-à-dire que je sélectionnais des entreprises à nouveau qui avaient une bonne sécurité de dividendes, qui avaient un bon historique de versement, mais qui avaient également une croissance assez importante, donc supérieure à 10%, eh bien automatiquement, je me retrouvais avec des entreprises qui battaient le S&P 500. Ce que j'ai découvert finalement, c'est qu'une majorité de ces actions bons pères de famille sont vraiment des entreprises matures. Elles sont vieillissantes et elles ont du mal à faire une croissance exceptionnelle comme elles pouvaient faire auparavant. Elles sont entre 3 et 6% par an de croissance sur leurs bénéfices, sur leurs ventes. Et du coup, évidemment, elles se font battre par le S&P 500 qui, lui, a des entreprises à la fois, évidemment, dans le S&P 500, on a ces entreprises matures, mais on a également des entreprises qui ont des croissances plus fortes. Et donc, en moyenne, le S&P 500 se retrouve avec une croissance entre 7 et 10% par an. Et c'est à cause, finalement, de cette croissance supérieure que ces actions, finalement, bons pères de famille, se font battre. Et fin 2022, après avoir constaté que beaucoup de mes entreprises se faisaient battre comme ça par le S&P 500, je me suis dit stop à ces actions à faible croissance, même si leur dividende est sécurisé, même si ça fait longtemps, même si tout le monde dit que c'est des entreprises géniales, si je reste sur ces entreprises-là, j'ai très peu de chances de faire mieux qu'un indice du S&P 500. Désormais, je veux me concentrer sur des entreprises qui sont capables d'avoir une croissance supérieure au marché entre 12 et 15%. Donc finalement, je veux certes des revenus passifs, je veux aussi des revenus sécurisés, mais je veux aussi des revenus à forte croissance. Je veux vraiment ce trio-là. Et c'est ça qui me permettra de battre le marché, d'avoir des entreprises qui non seulement me versent des dividendes croissants dans le temps, mais qui me permettent aussi de faire mieux qu'un indice du S&P 500. Parce que si finalement c'est pour faire la même chose qu'un S&P 500, autant à nouveau acheter un ETF. Et c'est en me faisant cette réflexion de la croissance que je suis passé au niveau 3 de l'investisseur à dividendes. Le niveau 3, c'est ce que les Anglais appellent le quality growth, l'investissement dans la croissance de qualité. C'est une personne qui se dit « je veux des entreprises qui seront capables de délivrer suffisamment de croissance pour battre le marché ». À nouveau, 12-15% par an contre le S&P 500 qui ne fait 7 à 10% par an. Et c'est grâce finalement à ce delta de différence en termes de croissance qu'on va pouvoir faire mieux que les indices. Donc à nouveau, avec ces actions Quality Growth, on va encore avoir moins de rendement. Sur les actions bons pères de famille, on était entre 2, 3, 4% de rendement de départ. Là, on va plutôt être autour des 1-2% de rendement de départ.
Mais les gros avantages de cette stratégie, c'est qu'on va d'abord avoir une croissance de dividendes très importante entre 12 et 15%. Si l'entreprise parvient à augmenter ses bénéfices de 12-15% par an, évidemment, elle va pouvoir augmenter son dividende à la même vitesse, ce qui fait vraiment plaisir. Ici, je vous ai mis la progression finalement des dividendes du portefeuille Trident. Et vous voyez que rapidement, en l'espace de 10 ans, on peut passer de 12 $ de revenus passifs à 47 $ grâce à cette importante croissance qui est, vous voyez, entre 12 et 15%. Et donc, on se dit, bon, certes, je pars avec un rendement en dividendes et des revenus passifs un peu faibles au début, mais j'ai une forte croissance qui va me permettre d'être vraiment gagnant sur le long terme. Le deuxième gros avantage de cette stratégie, c'est que, évidemment, je vous l'ai dit, pour augmenter finalement ce dividende à 12-15% par an, il faut que l'entreprise parvienne à augmenter ses bénéfices, son free cash flow, son excédent de trésorerie, à 12-15% par an. Si je vous prends ici l'exemple de Visa, on voit que Visa verse un dividende avec une forte croissance depuis un petit moment maintenant. Et pourquoi l'entreprise est capable de verser ce dividende et de l'augmenter chaque année? Eh bien, tout simplement, on le voit, c'est parce qu'elle est capable de générer un excédent de trésorerie à forte croissance. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de financer ce dividende-là. Et ce qui est génial avec le free cash flow, c'est que vous voyez que si je place la courbe noire, la courbe du prix de Visa sur le graphique, eh bien, on voit que cette courbe noire du prix a tendance vraiment à suivre la courbe d'évolution des free cash flow. Et donc, finalement, on a sur le long terme, on peut avoir des fois avec le prix des écarts. Vous voyez que parfois on est au-dessus, parfois on est en dessous de cette courbe-là. Mais sur le long terme, on la rejoint. Et donc, ce qu'on va gagner finalement en dividende, on va également le gagner en plus-value. Donc c'est génial, on a une entreprise qui va pouvoir nous rapporter 12 à 15% à nouveau en dividende grâce à cette augmentation de free cash flow. Et étant donné qu'elle parvient à augmenter ses free cash flow, elle est de mieux en mieux valorisée par le marché. Le marché finalement va lui aussi se dire bon cette entreprise continue de faire de la croissance, donc je continue de lui donner un prix intéressant et on va pouvoir aller gagner aussi 12 à 15% en plus-value tant qu'on a acheté cette entreprise évidemment à un prix qui reste correct à la base. Donc pour moi, c'est vraiment le trio gagnant, c'est le gros avantage de cette stratégie. On va avoir, grâce au fait d'avoir sélectionné finalement une entreprise qui n'est pas capable d'avoir une belle croissance, eh bien on va avoir à la fois nos revenus passifs qui vont vraiment grandir rapidement et également les gains qu'on va pouvoir faire en plus-value qui vont eux aussi être importants. Ces gains en plus-value, ils vont nous permettre de battre les indices, donc d'avoir mieux finalement que ce qu'on pourrait avoir avec un ETF. Et il ne faut pas oublier évidemment que les dividendes seront extrêmement sécurisés puisque l'entreprise, à nouveau, quand une entreprise génère ça de bénéfices et qu'elle verse ça de dividendes, c'est compliqué. Quand une entreprise génère tout ça de bénéfices et que ça grandit chaque année, la part devient de plus en plus importante. Évidemment, verser un petit dividende comme ça, il n'y a pas de souci à l'augmenter. L'entreprise a vraiment de la marge pour continuer de l'augmenter. Donc pour moi, c'est parfait. Le seul inconvénient, comme je l'ai dit, c'est qu'on a à nouveau des dividendes qui sont un peu plus faibles au départ, mais ce sont des dividendes sécurisés et on va y gagner à forte croissance et on va également gagner sur la partie plus-value. Je vous disais en introduction que la baisse de mes revenus passifs faisait assez mal. On l'a vu, moins 54% sur un an. Et vraiment, cette baisse est vraiment due à cette transition puisque je suis passé d'actions qui me versaient 3-4% en dividendes à des actions qui ne versent plus que 1%. Donc forcément, la coupure est assez importante malgré le fait que j'ai rajouté de l'argent sur mon compte. Mais ce qui me rassure dans cette histoire et qui me rassure dans le fait d'être parti sur cette stratégie de niveau 3, c'est qu'en février 2023, en gain total, donc en prenant en compte plus-value et dividendes, j'étais à 72 973 € et en février 2024, je suis à 191 427 € de gain. J'ai donc gagné, finalement, j'ai fait une progression de 162%. Et je vous avoue que c'est assez agréable en fait de se dire, enfin on arrive à accepter moins 334 € sur ces dividendes lorsqu'à côté de ça, on a gagné 118 000 € de gains finalement en plus-value. Alors évidemment, je ne peux pas savoir combien j'aurais gagné de gains en plus-value si j'étais resté sur la stratégie de niveau 1 ou de niveau 2, mais je suis quasiment certain que ça aurait été un montant beaucoup plus faible que ça. Donc à nouveau, avec cette stratégie niveau 3, moins de revenus passifs, mais des gains en plus-value qui sont, vous le voyez, très intéressants. Afin que vous rendiez un peu plus compte de cette évolution, je vous ai mis ici le tableau depuis le départ. Donc vous voyez que ça commence en juin 2017, au moment où j'ai investi, j'ai déposé mes premiers 1 000 € en bourse et j'ai commencé à investir. Vous voyez qu'en vert, c'est l'évolution en fait de la valeur de mon compte et en rouge, c'est l'évolution de la valeur du montant total que j'ai déposé en bourse. On voit finalement cette première période où je suivais la stratégie de niveau 1, on voit que j'avais vraiment du mal à créer un écart. Donc finalement, mon compte était toujours un petit peu dans le rouge. J'avais vraiment du mal à avoir finalement des bénéfices, à avoir vraiment me dire j'ai placé 1 000 € et mon compte de bourse vaut plus que ces 1 000 € là. On voit que c'était vraiment au coude à coude.
Et on voit que tout de suite, ça s'est amélioré à partir du moment où j'ai commencé à sélectionner des actions bon père de famille, des entreprises plus sécurisées, qui avaient une croissance de leur cours de bourse. On voit que j'ai commencé vraiment à créer de la séparation et à gagner un petit peu beaucoup plus d'argent finalement en plus-value. Et enfin, on voit le passage à partir de janvier 2023. Donc, c'est encore un peu tôt. On n'a pas 3 ans comme les autres d'historique. Mais on voit vraiment une belle accélération encore sur ces gains de plus-value qui me confirme un petit peu dans ce choix finalement de passer sur une stratégie de niveau 3 qui va me permettre encore plus de creuser l'écart. Et vous voyez que c'est déjà un peu le cas. On ne se rend pas forcément compte avec le graphique. Mais je vous disais qu'en février 2023, j'étais à 72 973 € de gains. Donc, ils sont juste ici. Et bien, tout simplement, en février 2024, voilà les 191 427 €. Donc, je suis assez content puisque j'ai gagné environ 15 points finalement de marge entre le montant que j'investis et la valeur de mes comptes. Donc, on voit vraiment que cette courbe est en train de se séparer. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment ce que je vise. Et je suis assez content. 191 000 €, c'est quand même énorme en termes de plus-value. C'est quasiment, c'est le prix d'un très bel appart que j'ai gagné uniquement grâce à la bourse. Et je suis aussi content parce qu'il y a aussi une partie assez importante finalement de ce montant que j'ai déposé en bourse qui n'est même pas investi. Je crois que j'ai 10 à 20% de cet argent-là qui reste en cash. Donc, je pourrais d'ailleurs peut-être le rajouter sur le graphique pour qu'on se rende un peu plus compte de ce qui a été réellement investi. Et vous voyez qu'aussi j'ai rajouté, on voit que la courbe rouge a tendance à s'accélérer tout simplement parce que j'ai rajouté beaucoup d'argent dans les derniers mois. Donc forcément, cet argent-là qui a été déposé, qui a que 12 mois, n'a pas forcément eu le temps de beaucoup fructifier. Donc, je suis quand même très content de cette séparation. Et évidemment, avec cette stratégie niveau 3, l'idée, ça va être de séparer de plus en plus ces deux courbes pour avoir de plus en plus de bénéfices totaux générés grâce à la bourse. Évidemment, cette mesure, elle est très personnelle, elle a les défauts, donc je mesure aussi ma performance directement par rapport aux indices. Puisque je sélectionne des entreprises qui ont une plus forte croissance, logiquement, je devrais battre le S&P 500, mais évidemment, je surveille tout ça de très près. Vous voyez que pour l'instant, donc à nouveau, j'ai démarré en janvier 2023, on n'a pas un énorme historique, on doit avoir ici 14 ou 15 mois, donc de janvier 2023 à mars 2024. Et pour l'instant, je suis content puisque le portefeuille d'actions que j'ai sélectionné pour la méthode Trident surperforme. Vous voyez, le S&P 500 et le MSCI World, on est environ à 20 points de performance. Donc ça, c'est calculé par mon courtier, Interactive Broker. Et je le calcule de mon côté aussi sur un fichier sheet. Donc là, vraiment avec les montants d'argent déposés, parce que cette performance, c'est un petit peu compliqué. C'est du time-weighted return. C'est utilisé pour comparer justement différents montants qui ont pu être placés. Donc moi, j'aime bien aussi mesurer sur un fichier sheet ce que ça donne. Et là aussi, je constate bien une surperformance de 7%. Vous voyez, puisque les actions Trident ont fait donc 26% de performance, 1607 $ de gains. Donc c'est un portefeuille qui reçoit 500 € chaque mois et qui investit 100 $ chaque semaine dans les actions les plus intéressantes en ce moment, les actions Trident. Et on voit que le S&P 500 a lui fait 19%. Donc il nous a un petit peu rattrapé ce mois-ci, mais l'écart est encore là. On voit 7% de surperformance. Donc c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire que ces actions de niveau 3 délivrent ce qui était prévu, c'est-à-dire une surperformance par rapport aux ETF. Bon, là, je pense que je vous ai bien expliqué tout l'intérêt d'aller chercher justement ces actions Quality Growth qui permettent d'avoir cette belle croissance de revenus passifs et ces beaux gains en plus-value. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce qu'on trouve ces fameuses actions Quality Growth? Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve directement en live sur l'ordi pour vous montrer comment je m'y prendrai pour les trouver sur un screener. Ok, on se retrouve sur le screener du site SimpliSafe. Et il y a quelque chose d'assez marrant qu'on peut faire. En fait, on peut essayer de reproduire les différents niveaux d'investisseurs à dividendes. Finalement, une personne qui serait au niveau 1 et qui arriverait sur ce screener, qu'est-ce qu'elle ferait? Simplement, elle trierait par rendement en dividendes. Donc là, vous voyez que j'ai simplement sélectionné les entreprises qui pèsent plus de 10 milliards, histoire qu'on reste sur des entreprises assez connues. Et voilà, le chasseur de yield se dirait « Waouh, 11%, 10%, 9%, super, je vais acheter ces entreprises-là » sans forcément se rendre compte évidemment que ces rendements peuvent être assez dangereux, qu'il risque d'avoir des coupures. On voit d'ailleurs que Vodafone n'a par exemple pas augmenté du coup son dividende cette année. Donc généralement en plus on va être un petit peu toujours sur les mêmes secteurs. Vous voyez ici on a des télécoms qui sont assez vieillissantes, donc généralement on va avoir très très peu de croissance. On a du tabac avec BTI et Altria. On a ici de la gestion de capitaux et on a aussi beaucoup, vous voyez, de pétrole. Donc ça va souvent être un petit peu les mêmes secteurs. Et voilà, ça c'est un petit peu le niveau 1. Quand on démarre, on va sur le screener et on regarde quel est le plus haut rendement en dividendes. Quand on commence à être un petit peu plus au courant de tout ça et qu'on se dit tiens, je veux plutôt passer au niveau 2, je veux vraiment des entreprises sécurisées qui versent leurs dividendes depuis très longtemps.
finalement, on va pas trier cette fois-ci par yield, mais par année d'augmentation consécutive de dividendes. Et là, on va vraiment tomber sur les actions bon père de famille du Procter & Gamble, du 3M, du Lowe's, voilà, du Johnson & Johnson, du Colgate-Palmolive, du Coca-Cola. Donc voilà, plein d'entreprises, vous voyez, qui ont des dividendes entre 2-3%. Des fois, on va avoir 6%, des fois un petit peu moins, un petit peu plus. Mais voilà, des entreprises qui sont là depuis très longtemps. Et avec ces entreprises-là, on se dit, voilà, c'est certain, je ne vais pas forcément avoir un énorme dividende, mais c'est sécurisé, c'est des entreprises qui ont vraiment fait leurs preuves. Mais comme je vous l'ai expliqué, le problème avec ces actions-là, c'est que souvent, on va se faire battre par un indice du S&P 500. Et donc, si on souhaite gagner aussi pas mal en termes de plus-value, on peut aller rajouter un petit filtre, vous voyez juste ici. Donc, je vais demander finalement à avoir que des dividendes qui ont été augmentés à plus de 12% sur les 5 dernières années. Et je vais également le faire pour l'année en cours. Comme ça, je vais vraiment aller chercher des entreprises qui ont été capables finalement sur les 5 dernières années et également cette année de vraiment augmenter leurs dividendes de manière importante. Et là, vous voyez qu'on retombe sur des entreprises plutôt de qualité niveau 3, c'est-à-dire des quality growth. Si je trie par market cap pour qu'on voit un petit peu quelles sont les plus grandes entreprises, ici, je vais retrouver pas mal d'entreprises que j'ai moi-même en portefeuille et qui, selon moi, sont vraiment des entreprises assez intéressantes à aller creuser. Donc, à nouveau, ce n'est pas le seul élément que je vais regarder, la croissance du dividende, mais je trouve que c'est un bon critère pour commencer à faire un premier tri et trouver des entreprises qui devraient être capables de faire mieux que le marché. On voit que généralement, on va par contre avoir des rendements un peu plus faibles, à nouveau plutôt entre 1 et 2% par an. Alors vous l'avez vu, ce screener est vraiment sympa. Malheureusement, il est payant. Il est dans l'offre de SimpliSafe qui coûte quand même $500 par an. Et du coup, je voulais quand même vous donner une solution plus abordable et plus gratuite. C'est tout simplement un fichier sheet qu'on a créé nous-mêmes. Et le gros avantage par rapport à SimpliSafe, c'est qu'on a également ajouté les entreprises européennes, alors que SimpliSafe ne fait que les entreprises américaines. Vous voyez qu'ici, on a un classement des plus grandes entreprises à dividendes par capitalisation boursière. Donc, vous avez ici leur market cap en milliards de dollars. Et vous allez voir, on a fait un taf assez important avec Sven, puisqu'on a rajouté quand même 178 entreprises. Donc, toutes celles qui pèsent plus de 50 milliards. Vous pouvez télécharger le fichier sheet juste en dessous. Et à chaque fois, vous allez retrouver donc le logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise, son ticker et les 3 données qui sont importantes. Donc, la croissance du dividende sur 5 ans, la croissance du dividende sur 1 an et le nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende. Et donc, rapidement, en un clin d'œil, vous pouvez voir si l'entreprise a un bon profil ou pas. Ici, par exemple, je vois Microsoft, c'est parfait. On a 10%, c'est vert sur 5 ans, on a 10% sur 1 an et ça fait 13 années de suite qu'elle augmente son dividende. Donc, parfait. Apple, on voit que c'est un peu moins bien niveau dividende puisque on est bleu sur 5 ans et on est même rouge sur 1 an. C'est-à-dire que la dernière augmentation du dividende n'était que de 4%, donc c'est un peu décevant, mais ça fait quand même 11 années que l'entreprise verse son dividende. Nvidia, on voit que le dividende est quasiment inexistant, donc elle est quand même dans la liste parce qu'elle verse un dividende, mais on voit qu'il ne compte pas et il n'est plus augmenté depuis un petit moment maintenant. Et puis voilà, vous pouvez vraiment descendre la liste comme ça et essayer de voir un peu quelles pourraient être les entreprises les plus intéressantes. On voit qu'on a certaines entreprises ici plutôt bon père de famille. Walmart, on voit que ça fait 50 ans que le dividende est versé en augmentation. Malheureusement, on peut se dire, voilà, seulement 2% d'augmentation sur les 5 dernières années. On voit un 9% cette année, donc on se dit peut-être que l'entreprise est en train de réaccélérer un petit peu sa croissance. Mais c'est vrai que vu comme ça, ça fait un petit peu peur et on peut se dire, on est peut-être plus sur une action de niveau 2 qu'une action de niveau 3. Ce qui est génial, si vous créez comme ça une copie du fichier, donc évidemment vous aurez aussi, vous retrouverez ici les actions donc, européennes avec, vous voyez les top actions européennes avec LVMH ici. Il me semble qu'il y a Novo Nordisk qui est juste ici aussi, qui est au Danemark. Et si on descend un peu, voilà, on va retrouver Hermès, L'Oréal qui ont des bons chiffres et malheureusement un historique qui est un peu moins bon, notamment parce qu'il y a eu des coupures de dividendes durant la Covid en 2020, mais ça reste quand même des belles augmentations de dividendes. Et si vous souhaitez vous faire un petit peu une shortlist, une fois que vous avez créé en fait une copie du fichier, vous pouvez ici aller filtrer, donc un peu ce qu'on avait fait finalement sur SimpliSafe. Je dis par exemple que je ne veux que du vert, donc finalement je ne veux que des entreprises qui ont une belle croissance sur 5 ans, une belle croissance sur 1 an et un bel historique de versement de dividendes. Et là, vous voyez, finalement, j'ai une liste assez courte. J'ai combien ? J'ai 27 entreprises, donc seulement 27 entreprises dont je vais pouvoir aller creuser un petit peu le business et je vois que tout est vert pour ces entreprises-là. Donc à nouveau, des très belles croissances de dividendes sur 5 ans, sur 1 an et sur le nombre d'années. Et je repère pas mal d'entreprises qu'on a aussi dans le portefeuille Trident dans cette liste-là. Donc je pense que ça peut vraiment être une belle liste
pour vous trouver des actions de qualité. Donc n'hésitez pas à télécharger ce fichier, à vous amuser un petit peu avec. On va le mettre à jour évidemment chaque mois, puisque chaque mois, on a des nouvelles entreprises qui augmentent leurs dividendes. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller rentrer un petit peu dans les différents mois qu'on a fait. Vous voyez qu'on a fait ici janvier et février 2024. Et je vois qu'en février 2024, on a Sherwin-Williams, donc une entreprise qui augmente son dividende maintenant depuis 46 ans, qui a augmenté son dividende de 18%. Donc cette liste-là peut aussi être intéressante. Généralement, si une entreprise augmente son dividende de 18%, c'est que le business doit bien se dérouler en ce moment. Et donc ça peut être une occasion finalement de se dire, bah tiens, cette entreprise-là, je vais aller creuser un petit peu ce qu'elle fait parce que son business a l'air de bien fonctionner. Elle propose en tout cas un dividende avec une très très belle croissance. Et vous pouvez regarder un petit peu les bons et les moins bons élèves de la classe. On voit ici que Friem et Cisco, seulement 1% et 3% d'augmentation. C'est pas dingue. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous servir de ce fichier-là. Et chaque mois, vous aurez comme ça le classement avec les nouvelles entreprises qui ont augmenté leurs dividendes. Ça peut être une superbe source d'entreprises de qualité que vous pouvez aller creuser. Et comme je vous l'ai dit, en appliquant ces 3 filtres-là, vous serez vraiment sur des entreprises de niveau 3. Donc clairement, on l'a vu avec ce fichier sheet, la croissance moyenne du dividende sur les 5 dernières années, c'est un bon critère. Mais évidemment, ce n'est pas le seul à regarder. On va aussi aller s'intéresser à la croissance du free cash flow, au niveau de dette, à la valorisation de l'entreprise, à son retour sur investissement. Il y a évidemment plein d'autres critères qu'on peut prendre en compte pour s'assurer d'avoir vraiment une entreprise qualitative qui va pouvoir délivrer mieux que le marché. Un critère que je trouve intéressant qui vient finalement avant la croissance du dividende, c'est la croissance du free cash flow. Puisqu'on en a parlé ensemble, si l'entreprise n'est pas capable finalement d'augmenter fortement ses free cash flow, elle ne va pas être capable d'augmenter fortement son dividende. Donc plutôt que regarder la croissance du dividende, on pourrait aussi regarder la croissance du free cash flow de l'entreprise. On l'avait vu dans la précédente vidéo, le free cash flow, c'est vraiment l'excédent de trésorerie. Et avec cet excédent de trésorerie, les entreprises vont pouvoir faire pas mal de choses. Généralement, elles vont commencer par réinvestir en elles-mêmes, donc soit dans des projets en interne, mais également en rachetant des concurrents, d'autres entreprises pour se développer. Elles vont pouvoir rembourser des dettes qu'elles ont souvent émises lorsqu'elles étaient encore dans une phase de croissance et qu'elles n'étaient pas encore profitables. Elles vont pouvoir racheter leurs propres actions, ce qui va permettre de booster un petit peu les gains que vous allez pouvoir faire en plus-value. Et enfin, elles vont généralement aussi pouvoir verser un dividende. Je vous ai mis des flèches parce que généralement, c'est dans ce sens-là que les choses se font. C'est-à-dire qu'une entreprise commence par réinvestir, ensuite elle rembourse, ensuite elle rachète et enfin, elle verse un dividende. Donc, une réflexion qu'on peut se faire quand on découvre un peu ce système-là, c'est qu'on peut se dire, si une entreprise finalement génère de plus en plus de free cash flow, d'excédent de trésorerie, elle devrait forcément finir par verser un dividende. C'est un petit peu la suite logique au bout d'un certain temps. L'entreprise a fait tout ce qu'elle pouvait en termes de réinvestissement. Elle a bien remboursé ses dettes, elle n'en a quasiment plus. Elle a bien racheté ses actions et maintenant son cours est un petit peu élevé. Donc la suite logique, c'est de rendre l'argent, une partie de ses bénéfices finalement à ses actionnaires. Et la réflexion derrière ça, c'est se dire, est-ce que finalement, c'est un petit peu pousser encore plus loin la réflexion de la stratégie niveau 3, c'est se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi acheter les actions qui ne versent pas encore aujourd'hui de dividendes, mais qui ont une belle croissance sur leur free cash flow? C'est exactement la question que j'ai posée cette semaine aux membres Trident. Vous voyez qu'il y a eu 206 votes. Et on a quand même eu une majorité de personnes, donc 158 votes pour le fait d'avoir un système flexible, un système qui accepte aussi d'acheter des entreprises qui potentiellement ne versent pas encore de dividendes, mais qui ont un très bon profil de free cash flow. Donc finalement, on a 76% des membres qui disent c'est OK d'acheter une action qui ne verse pas encore de dividendes, mais qui a vraiment un bon free cash flow. Donc on anticipe finalement le versement du dividende. Et on a également 23%, donc quand même c'est assez important, un nombre de membres qui se disent non, je préfère attendre qu'un dividende soit réellement versé avant d'acheter une action. Et en réalité, si j'ai posé la question aux membres Trident, c'est que moi-même, je suis un peu tiraillé entre ces deux éléments-là. Je trouve que les deux ont raison finalement. D'un côté, je trouve ça intéressant d'acheter les actions en anticipation finalement du versement du dividende. On le voit par exemple avec Meta qui a un très beau profil de croissance des free cash flow. Eh bien, dernièrement, on a une annonce du dividende qui a été faite par notre cher Mark Zuckerberg. Et donc, finalement, si vous aviez acheté l'action en 2017, en 2016, en 2018, aujourd'hui, vous vous retrouvez à un rendement en dividende bien plus intéressant que ceux qui l'achètent aujourd'hui. Si vous achetez aujourd'hui l'action Meta, vous allez avoir, comme toutes les actions de dividendes accroissantes, entre 0,5 et 1% de rendement en dividende. Mais si vous aviez acheté votre action en 2017 ou 2018, vous vous retrouvez plutôt avec un rendement à 3-4%. Donc c'est génial parce que c'est en plus un dividende qui va pouvoir être augmenté dans le temps.
Un autre exemple que je vous ai mis ici, c'est Booking.com qui voyait pareil un très bel historique depuis maintenant, ça remonte un très bel historique de croissance de free cash flow. On voit quand même la petite exception évidemment de la Covid qui évidemment quand on est une agence de tourisme et qu'on fait de la réservation d'hôtels, évidemment on souffre beaucoup d'une fermeture des voyages, mais on voit que l'entreprise s'est rapidement remise sur pied. Et pareil, là, elle a décidé récemment d'introduire un nouveau dividende qui devrait grandir assez fortement puisqu'on est vraiment sur une entreprise aussi qui a eu une forte croissance. Donc là, à nouveau, on est très content d'avoir acheté l'action 5-6 années auparavant et de commencer à toucher un énorme dividende à partir de 2023. Mais évidemment, il y a aussi des contre-exemples. Je pense par exemple à Google qui a pareil un très bel historique de croissance de ses free cash flow depuis maintenant, vous voyez, 2004. Donc c'est une entreprise qui est toujours, même quand elle était au stade de start-up, elle a toujours été très rentable puisque vraiment son moteur de recherche est une vache à lait. Mais malheureusement, toujours pas de dividende à l'horizon aujourd'hui. Et là où on peut un petit peu être déçu finalement, c'est qu'en 2023, Google a généré 69 milliards de free cash flow et il y a 22 milliards, vous voyez, une grosse partie, donc plus de 30% de ces free cash flow-là qui sont partis dans des compensations salariales aux employés. Donc finalement, Google a préféré rincer un petit peu ses employés en stock option. L'entreprise a aussi utilisé beaucoup son free cash flow pour investir dans des projets un petit peu douteux, des projets qui n'ont pas donné des superbes résultats. On voit que l'entreprise a un peu d'ailleurs galère à sortir finalement des nouveaux produits aujourd'hui qui fonctionnent bien. Elle est en train de se faire rattraper un peu sur la partie IA. Donc on peut se dire, en tant qu'actionnaire, on peut être un peu déçu de se dire Google verse beaucoup d'argent à ses employés pour des résultats qui sont un petit peu décevants. On préférait évidemment en tant qu'actionnaire que ces 22 milliards soient versés dans notre poche, dans les dividendes évidemment. Et on préférait les recevoir plutôt, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en verser aux employés, mais peut-être que la partie reversée aux employés pourrait être plus raisonnable. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé par exemple sur Meta. On voit que le cours a décollé parce que Mark Zuckerberg a dit bon, j'arrête de dépenser n'importe comment justement dans mes investissements et j'initie un dividende, je fais attention, j'enlève des employés qui ne servent à rien. Donc voilà, je suis plus efficient. Et évidemment, on adore entendre ce genre de discours quand on est actionnaire, une entreprise qui décide d'être plus efficiente. Et généralement, avec l'efficience, on a des économies, on a de l'argent en surplus et on peut donc en reverser finalement à nos actionnaires sous la forme de dividendes. Donc voilà, personnellement, je me dis que c'est mieux d'avoir une entreprise évidemment qui verse déjà un dividende. Et s'il n'y a pas encore de dividende pour l'entreprise, je vais voir vraiment un très beau profil de free cash flow. Et surtout, je vais me poser la question, qu'est-ce que fait cette entreprise de son free cash flow? Est-ce qu'elle l'investit dans des projets à fort rendement qui vont pouvoir lui permettre de générer encore plus de free cash flow? Donc, c'est vraiment des bons investissements smart qui vont permettre de développer l'entreprise et de la rendre encore plus profitable dans le temps. Et puis, est-ce qu'elle utilise aussi beaucoup ce free cash flow pour racheter les actions, ce qui va me permettre de gagner encore plus en plus-value? Ou est-ce qu'au contraire, je me rends compte que l'entreprise est un petit peu… Elle emploie beaucoup trop d'employés, beaucoup de compensations salariales, beaucoup de capex dans des projets spéculatifs qui sont non rentables. Et voilà, il faut suivre un peu l'histoire parce qu'on le voit dans Meta, Facebook finalement avait beaucoup mis dans le métaverse, donc on était plutôt dans la partie capex spéculatif. Et là, on voit un changement au niveau du management, donc on peut se retrouver avec le même changement par rapport à Google. Mais c'est vraiment une question super importante, c'est-à-dire je n'achèterai qu'une action. Si j'achète une action qui ne verse pas un dividende, elle a intérêt à avoir un très beau profil de free cash flow et vraiment des investissements à haute rentabilité. Et il faut vraiment que je me dise, voilà, cette entreprise, c'est qu'une question de temps avant qu'elle se mette à en verser un. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et est-ce que vous êtes reconnu dans un des niveaux que j'ai décrits de l'investisseur à dividende. Est-ce que vous êtes plutôt au niveau 1, c'est-à-dire que ce que vous regardez principalement, c'est le rendement de l'action? Est-ce qu'elle a un haut rendement et qu'elle va pouvoir reverser des gros dividendes? Est-ce que vous êtes plutôt au niveau 2, c'est-à-dire que vous êtes plutôt en mode il me faut vraiment une entreprise qui soit très sécurisée, qui verse son dividende depuis très longtemps pour que je l'achète? Ou est-ce que vous vous retrouvez plutôt au niveau 3 comme moi, c'est-à-dire que vous voulez évidemment de la sécurité sur dividende, mais vous voulez également aussi une belle croissance, une entreprise qui va pouvoir délivrer mieux que l'ETF du S&P 500. Donc forcément, je suis un peu biaisé. J'ai tendance à plus évidemment mettre en avant la stratégie niveau 3. Je vous ai montré un fichier sheet qui vous permet justement d'aller trouver des actions intéressantes dans cette catégorie de niveau 3. Mais évidemment, chaque stratégie, vous l'avez vu, a ses avantages et ses inconvénients.
Peut-être que si vous ne souhaitez pas forcément battre les indices et que vous souhaitez juste avoir des dividendes sécurisés, la stratégie de niveau 2, des actions de bons pères de famille, pas du tout, pas forcément une énorme croissance et vous êtes OK avec tout ça, mais vous avez vraiment des revenus qui tombent tous les mois, ça peut peut-être vous plaire. Peut-être aussi que ce que vous cherchez, c'est vraiment d'avoir des hauts rendements en dividendes parce que vous êtes vraiment proche de la retraite et vous voulez tout de suite avoir un maximum de rendement en dividendes, même si il y a des risques que ces actions-là coupent leurs dividendes ou ont des chutes. Donc faites attention quand même avec cette stratégie de niveau 1. Pour moi, c'est la plus dangereuse. Ou peut-être comme moi, à nouveau, vous êtes au niveau 3. Et si vous êtes au niveau 3, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous êtes plutôt team j'achète, je suis prêt à acheter des entreprises qui ne versent pas encore de dividendes mais qui vont finir par en verser un, ou est-ce que vous êtes plutôt la team j'attends quand même que l'entreprise verse son dividende, qu'elle montre qu'elle tient à ses actionnaires via ce versement-là avant d'y placer mes sous. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur tout ça en commentaire. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans 2 semaines. Ciao.